Bonsoir les amis, nous sommes le mardi 28 avril 2020 et aujourd'hui une émission très spéciale puisque au bout d'un moment dénoncer c'est bien, critiquer c'est bien, passer à l'action c'est mieux. Et donc j'ai le plaisir de vous présenter Séverine Mana qui est avocat au barreau de Paris et qui va se présenter. Bonjour Séverine. Bonjour Sylvano, merci de m'accueillir dans votre émission. Alors pourquoi je suis là aujourd'hui? Eh bien, je pense que comme beaucoup de Français, au début du confinement, je me suis retrouvée coincée chez moi à entendre des personnes qui me disaient il faut rester chez vous si vous voulez sauver les gens. Et étant une hyperactive, j'avais un peu de mal à concevoir en fait que pour trouver une solution à un problème, il fallait ne rien faire et rester chez soi. Bon, je suis quand même restée chez moi parce que on n'avait pas le droit de sortir, mais je suis sortie par la pensée et j'ai utilisé ce que j'avais à disposition, c'est-à-dire les ressources Internet, et j'ai commencé déjà à m'informer. Et là, effectivement, j'ai vu qu'il y avait quand même une grande différence en fait entre ce qu'on pouvait nous servir en tout cuit et ce qu'on pouvait en fait aller chercher à la source. Et à partir de là, j'ai voulu aller plus loin et parce que je sentais un peu comme un cheval qui piaffe avant le départ d'une course. Je disais, j'ai envie de faire quelque chose. Et c'est là où j'ai voulu me dire, moi, en tant qu'avocat, qu'est-ce que je peux faire? Parce que je crois qu'aujourd'hui, avec le confinement, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là, qui ont envie de faire quelque chose et qui ne savent pas quoi. Alors du coup, avec ce que j'ai en tête, parce qu'on s'est réunis, on s'est retrouvés avec d'autres confrères pour justement se dire, tiens, comment est-ce qu'on pourrait aider? Comment est-ce qu'on pourrait faire avancer les choses? Parce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond en France aujourd'hui. Notamment, nous, alors on s'est un petit peu attaché à tout ce qui est traitement du Covid. Et on s'est dit, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et on a commencé à fouiller. On s'est retrouvé avec d'autres partenaires, d'autres confrères qui, pour certains, avaient déjà l'habitude du milieu du médicament. Je pense notamment à Christophe Legvakes qui travaille sur l'affaire du lévothyrox. Et puis également mon autre confrère Arnaud Durand qui lui travaille sur les questions relatives au compteur Linky. Et là, on s'est tous retrouvés, on ne se connaissait pas auparavant, on s'est tous retrouvés et on s'est retrouvés unis par cette volonté de permettre en fait aux médecins de retrouver leur liberté de prescrire et aux patients de retrouver le droit d'être soignés. Donc le droit de prescrire et le droit d'être soigné. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, il va falloir aussi unifier en fait les Français qui partagent notre opinion parce que on est tout à fait conscient que aujourd'hui la France est divisée. Il y a la France, pour schématiser, de Raoult, et puis il y a la France, les autres anti-Raoult. Et on n'est pas là pour convaincre ceux qui ne sont pas convaincus, mais on est plutôt là pour dire ceux qui sont convaincus comme nous, unissons-nous, faisons quelque chose pour faire éclore en fait la vérité et surtout pour essayer de concrètement en fait permettre aux médecins de nous soigner. Voilà comment est née en fait cette action. Et vous, Séverine, avant vous étiez avocat, quelles étaient vos préoccupations avant? Alors moi j'ai une vingtaine d'années de carrière jusqu'à présent et j'ai passé les 10 premières années en fait dans des grands cabinets anglo-saxons à défendre les grands méchants. Et puis lorsque j'ai monté mon cabinet, bah, ça s'est un peu inversé et je suis partie en fait dans des combats qui correspondaient plus à mon éthique, à des combats personnels. Et c'est vrai que là, je défends plutôt la veuve et l'orphelin et l'opprimé, bon, toujours dans le droit des affaires, mais justement maintenant, je me bats contre les grands méchants. Alors, quand vous m'avez appelé la première fois, c'est une des premières phrases que vous avez dit, c'est « je ne suis pas complotiste ». Et effectivement, parmi tous les médecins, parmi tous les avocats qui m'appellent, la première phrase qu'ils disent « je ne suis pas complotiste ». D'ailleurs, encore aujourd'hui, j'ai vu une réaction
d'un journaliste mainstream, Éric Brunet, qui a l'habitude de passer sur BFM RMC. Et dans ce qu'il dit, dans sa critique, à la fin, il dit « Je ne suis pas complotiste ». C'est devenu quelque chose d'incroyable en France. On a l'impression que dès qu'on s'écarte un petit peu de la pensée unique qui est en cours, on devient automatiquement complotiste et on est obligé de se défendre d'être complotiste. Comment vous expliquez ce phénomène ? Oui, alors ça effectivement, c'est vrai que c'est la première chose que je vous ai dite quand on s'est parlé, parce que on est dans un monde où je pense que la pensée uniforme en fait prévaut. Et lorsqu'on touche à des sujets en fait aussi sensibles que la santé, ça déclenche en fait des réactions épidermiques. Et pas plus tard que cet après-midi, je parlais moi aussi à une amie de longue date. Et quand j'ai commencé à parler de ce sujet-là, elle a effectivement sorti la théorie du complot. La théorie du complot, c'est quelque chose qui existe depuis tellement d'années. Dès qu'en fait quelque chose est un peu hors champ, en fait hors classique. Dès que ça devient un peu hors classique ou un peu original, théorie du complot. Et pourtant là, en fait, on est tous, parce que c'est vrai que quand on voit pour la première fois l'explication globale de la problématique des traitements, quand on la prend en fait de face, on se dit non mais c'est pas possible. Donc il y a un peu un rejet. On se dit c'est la théorie du complot parce que finalement on n'est pas prêt soi-même à accepter que la vérité puisse être différente de celle à laquelle on est habitué. Alors, du coup, on met ça sur la théorie du complot. Et c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à travailler sur le dossier avec des confrères, on découvrait, en fait, au fur et à mesure des informations qui étaient tellement énormes qu'à certains moments, on se disait, mais non, mais je deviens paranoïaque, là, ou complotiste. Et pourtant, on était sur des faits. Et nous, en droit, on dit souvent, les faits sont là. Les faits sont têtus. Et on se disait, mais quand même, ça peut pas être aussi énorme que ça. On peut pas nous empêcher de nous soigner. Et puis, on voyait les faits, le faisceau, même si on n'est plus un système de faits, maintenant on est un faisceau d'indices qui nous indique qu'il y a effectivement une volonté d'empêcher la prescription libre par les médecins et d'empêcher les malades d'obtenir un traitement. Et donc, nous, ce qu'on voulait faire, c'est faire la lumière. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'en France, parce que là, effectivement, ça se circonscrit en fait à la France. Pourquoi est-ce qu'en France, on n'a pas le droit? Alors que finalement, au bout d'un moment, dans les autres pays, on lève les barrières, on commence à traiter et on voit que ça s'améliore. Donc aujourd'hui, quand j'entends les gens qui parlent de la liberté, qui parlent du complot, je me dis mais comment? C'est triste parce que c'est de la désinformation et je pense que l'ignorance en fait est une des pires tares de ce monde. Parce que les gens aujourd'hui se disent, on leur a dit au départ, on les a inondés en fait d'informations. On leur a clairement foutu la trouille. Hein. Voilà, on leur a foutu la trouille. Et au bout d'un moment, on leur a dit bon, maintenant, il faut plus regarder la télé. Donc, ils sont restés en fait sur leur idée, avec des je vous dis cet après-midi en fait, j'ai une amie qui me dit, on parlait justement de tous ces traitements qui existent. Et puis, bon, finalement, la figure de proue de ces traitements, c'est le professeur Raoult. Et je dis, oui, le professeur Raoult. Elle me dit, mais regarde, en plus, ces complotistes avec ce professeur chevelu, là, qui est fou. Je dis, mais est-ce que tu sais au moins de qui tu parles, en fait, quand tu dis le professeur fou avec les cheveux longs? Parce que ce type-là, en fait, est un éminent professeur, le premier en infectiologie dans le monde entier. À croire que tout le monde l'a oublié sous prétexte en fait qu'il aurait une approche en fait qui serait différente. J'ai l'impression que les gens ont oublié que le professeur Raoult faisait partie du fameux comité scientifique au départ, qu'il en est parti. Ça, ils ont oublié. Et donc quand j'entends ça, je dis ah bon, donc du coup cette théorie ne vaut pas parce que le professeur a des cheveux longs et qu'il a un look un peu différent des autres. Bon, alors du coup je lui trouve une vidéo avec le professeur Perron, qui est un scientifique tout aussi éminent, à Garches, avec des cheveux courts. Je lui dis, est-ce que ça te convainc mieux cette fois? Ah non, mais de toute façon, la théorie du complot, la France est divisée. Et donc, on a des gens qui restent comme ça sur leur position. Je pense que ces gens-là,
on va pas aller les chercher, c'est pas la peine. Parce que je pense qu'en France, il y a suffisamment de gens aujourd'hui qui sont comme nous, qui ont envie de savoir, non pas qu'ils sont en train de dire, voilà, c'est la théorie du complot, mais qui veulent savoir. Ils posent des questions intelligentes. On dit souvent, mais tu es qui pour avoir des idées là-dessus? Tu n'es pas infectiologue, non, je suis pas infectiologue, mais je suis avocat et je pense que j'ai autant de neurones en fait que n'importe quelle personne en fait qui a eu un prix Nobel, n'importe quel épidémiologiste, que si on m'explique les choses avec des mots simples, je suis capable de comprendre. Ce n'est pas parce que je ne suis pas un sachant que je ne suis pas capable de comprendre. Et c'est d'autant plus important en fait que je trouve qu'on nous a infantilisé dans son vocabulaire lorsqu'il parle en fait aux Français. Le président Macron parle à des enfants, mais en fait des enfants qu'il n'estime même pas capables de comprendre. Alors que par exemple, à la différence, Angela Merkel, elle parle à des adultes. Donc elle s'exprime différemment. Aujourd'hui, en fait, nous Français, on nous enlève la possibilité, on nous dit on n'est pas capable de comprendre, donc taisez-vous et faites ce qu'on vous dit. Moi, en tant qu'avocat, je suis là aussi pour parler pour ceux qui n'osent pas parler, parce que c'est aussi pour ça qu'on porte la robe. On peut tout dire. Lorsqu'on a la robe de l'avocat, on peut tout dire. Et on est là pour s'exprimer pour les gens qui n'ont pas les compétences pour dire ce qu'ils pensent, mais qui ont des idées. Ça n'empêche que tout le monde a des idées qu'on doit pouvoir les exprimer. Et nous, on veut se faire le relais aujourd'hui. C'est très clair, c'est très clair. Mais surtout qu'en plus, les gens qui se permettent de dire et de porter des jugements sur le professeur Raoult, ils vont porter des jugements sur ses capacités à. Alors que c'est exactement, ils font ce qu'ils nous reprochent. Est-ce que vous êtes infectiologue? Non, justement, mais on écoute le meilleur d'entre eux. Et il nous explique des choses. Et non seulement il les explique, mais il les fait. Puisque aujourd'hui, moi, j'ai très bien suivi parce que j'ai installé une infrastructure télécom pour le département du 13 pour que les gens viennent faire ce que le professeur Wood dit dès le départ, test, isolé, traité. Et enfin, test, s'ils sont positifs, traité en étant isolé. T'es pas positif, tu vas travailler. Donc, nous, on l'a fait et on connaît que ces résultats sont exemplaires. Du reste, Bouches-du-Rhône, c'est là le département où il y a le moins de morts par million d'habitants en France. Mais donc, eux, ils disent, tu n'es pas infectiologue et tu te permets de... Ben non, on écoute le meilleur d'entre eux. Et en plus, lui, il a des résultats. Les autres, est-ce qu'ils ont des résultats? Parce qu'à la limite, on pourrait se dire, les autres, ils ont de meilleurs résultats, donc ils ont raison. Mais non, les autres, ils ont des résultats catastrophiques. Et donc, on voit bien à la télé comment ce professeur Raoult est discriminé, comment il est aidé par énormément de médecins qui ont eu même d'autres idées que lui, parce qu'au bout d'un moment, à partir du moment que l'hydroxychloroquine a été interdite, ils ont trouvé d'autres choses, des traitements à base de macrolide, de C3G, à base de deux antibiotiques différents, et ils ont aussi des résultats. Alors qu'on nous dit qu'il faut écouter l'OMS. Il faut écouter l'OMS, mais l'OMS, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit au départ qu'elle va tester l'opinavir et ritonavir, deux antiviraux. Ensuite, elle va tester Remdesivir. Elle dit qu'au bout de 3 semaines, il y aura des résultats. On n'a jamais eu ces résultats. Ensuite, elle ose affirmer que le Remdesivir est la solution. Et ensuite, on apprend, depuis quelque temps, que le Remdesivir est une catastrophe. Ensuite, on observe. On observe dans le monde entier que les pays qui n'ont pas de sous, qui sont pauvres, c'est ceux qui ont moins de morts. Alors qu'on aurait pu penser que les pays qui ont le moins de sous, moins d'infrastructures hospitalières, soient ceux qui ont plus de morts. Et c'est l'inverse qui se passe. Et on l'observe partout dans le monde. Si on observe par exemple le golfe Persique, tous ces pays-là qui ont énormément de moyens, c'est là où il y a le plus de morts. Les pays autour qui n'ont pas de pétrole ont très peu de morts. Les pays d'Afrique, on a dit que l'Afrique allait subir les pires des calamités. Toute l'Afrique entière a moins de morts que la France toute seule, et moins de cas que la France toute seule, et que les pays qui sont sous le joug de Big Pharma, eux, ont énormément de morts. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Et petit à petit, les Français s'aperçoivent que quelque chose cloche, même ceux qui étaient collés devant les journaux mainstream. Et aujourd'hui, on peut dire qu'effectivement, la France est séparée en deux. Ceux qui continuent à écouter ce que leur raconte Monsieur Salomon tous les soirs, et les autres qui se posent des questions en disant
il y a quelque chose qui cloche. Alors, il y a des esprits qui sont plus rapides que les autres, hein, comme vous. Vous dites, il y a un truc qui ne va pas là. Et donc, rapidement, vous allez chercher. Il y a des esprits qui sont plus lents. Mais par contre, chaque jour de confinement qui passe, la masse devient de plus en plus importante dans les gens qui doutent sans être complotistes. Parce qu'on n'a rien à comploter déjà. Hein. On ne complote pas. Nous, tout ce qu'on aimerait, c'est que vous, je pense, retrouvez votre tribunal, vos barreaux, votre robe pour pouvoir défendre vos clients. Moi, retrouver une vie normale, aller faire du shopping le samedi avec ma fille. Et donc, c'est pas du tout être complotiste de vouloir aller faire du shopping, je pense, le samedi avec sa fille. Et donc, vous êtes réunis. Comment vous vous êtes trouvés quand même entre parce que donc vous allez être, on va les montrer à l'écran. Vous êtes un groupe de, pour l'instant, 4 avocats. Donc, Christophe Legvaques, qui est docteur en droit, avocat au barreau de Paris. Et donc, vous avez créé une plateforme, hein, c'est Voilà. MySmartCap. Oui. Super. On la présentera. Qui a déjà fait d'autres actions, notamment le Levothyrox Les... et Chlorethcone également. Donc, on s'est rencontrés. Alors, Christophe Legvaques, en fait, on travaillait sur un dossier avec son associé jusque récemment. Et puis, je dirais que ça s'est fait vraiment au moment du confinement. Hein. Au bout d'une semaine de confinement, j'ai commencé à tourner en rond. Et parce que tous les dossiers, enfin tous les dossiers étaient arrêtés, on ne pouvait plus travailler, plus personne, les tribunaux fermés, enfin rien. Donc on s'est retrouvés. J'ai dit il faut, voilà, je savais que Christophe Legvaques avait créé une plateforme comme ça, et je me suis dit il faut effectivement, c'est quelque chose d'envergure. Il y a beaucoup de gens qui ont envie. Je sais que jusqu'à maintenant, il y a énormément de personnes qui nous disent bon alors, quand est-ce que ça arrive, quand est-ce qu'on lance, tout le monde est pressé, on est tous dans les starting blocks. Seulement, on est à un stade où il y a une vraie stratégie à mettre en œuvre, parce que moi, qui ai l'habitude en fait de me battre dans mes contentieux face à des adversaires en fait redoutables, parce que ce n'est pas l'adversaire lambda, c'est une énorme société avec beaucoup de poids. On met au point une vraie stratégie procédurale et protéiforme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que par exemple, le Conseil d'État s'est prononcé sur différents recours qui demandaient en fait la suspension, l'annulation du décret chloroquine. Et donc, on voit que ça peut aller, il y a des implications qui relèvent du droit administratif. Il y a des implications qui relèvent de différents domaines, du droit pénal. Donc, tout ça, en fait, ça doit être réfléchi, et on doit mettre une stratégie de façon à ce qu'on puisse impliquer tout le monde. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin de savoir, bon, qui est intéressé, qui veut participer. Parce que chacun, qu'on soit citoyen ou qu'on soit médecin, bon, le médecin est citoyen, mais bon, c'est vrai qu'on va dire patient, qu'on soit patient ou qu'on soit médecin, on ne va pas avoir le même moyen sur le plan juridique, on ne va pas pouvoir attaquer de la même manière. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on sache avec qui on part, parce que c'est un travail d'équipe. Donc, on a besoin de savoir aujourd'hui avec qui on part, et après, on pourra véritablement étalonner en fait la stratégie. Voilà. Donc, en fait, je comprends bien, parce qu'on le voit sur le site, là, on s'inscrit en tant que citoyen. Alors, il y a tout, hein. On peut s'inscrire en tant que citoyen, on peut s'inscrire en tant que médecin, on peut s'inscrire en tant que victime de proches. Moi, par exemple, en tant que chef d'entreprise, parce que c'est les chefs d'entreprise qui sont lésés. Donc, moi, effectivement, je peux m'inscrire soit en tant que citoyen, soit en tant que chef d'entreprise. Je vais m'inscrire en tant que citoyen souhaitant s'informer et surtout dire que moi, en tant que citoyen, je souhaite que mon médecin me prescrive ce que lui semble pour me soigner, et ne pas attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils ne sont toujours pas arrivés, des résultats d'éventuels tests. Parce que ça, je n'avais jamais vu de ma vie, moi, qu'un médecin, comment j'allais chez mon médecin, tu es malade, il te dit, tu as ça, je te propose de prendre ça ira mieux. Ah bon, qu'est-ce que ça va me faire? On discute. J'accepte pas. Mais j'ai jamais vu un médecin dire, ah, alors,
t'as ça, mais on va devoir faire des tests pour voir s'il n'y a pas des effets secondaires si tu les prends. Attends, c'est grave ce que j'ai? Ah oui, oui, c'est grave, tu peux mourir. Donc, tu veux d'abord faire des tests. Ah ben oui, parce que savoir si tu vas avoir de la diarrhée, peut-être un risque cardiaque, bien que ton cœur est bien. Non, mais ça veut dire quoi? Alors que Raoult a tout expliqué dès le début, quoi. Hein. Son traitement, il le dit en plus, effectivement, hydroxychloroquine plus azithromycine, quand on a des problèmes cardiaques, et bien, il l'a dit encore récemment, les cardiologues de l'IUHU disent non, là, on préfère pas, ben, il le fait pas. Et pas non plus. Et il n'y a pas eu de mort, de crise cardiaque dans son hôpital. Donc c'est vrai que cette histoire qui s'est emparée là, de folie furieuse, je sais même plus combien de tests ont été lancés, d'études ont été lancées, dont on n'a jamais les résultats, Et en Oui, plus, d'ailleurs, ça interroge parce que quand ça va pas, on en parle et quand ça va, on n'en parle pas. et donc dans l'équipe, vous avez aussi Arnaud Durand qui est avocat au barreau de Paris, major à l'université Panthéon-Assas, avocat en droit des brevets, et il intervient aussi en défense des victimes de dommages liés aux ondes électromagnétiques. Oui, le compteur Linky. D'accord. Eh ben ça c'est intéressant. Il faudra qu'on en reparle. Quand cette guerre sera finie, on en reparlera parce que c'est très intéressant. Et puis vous avez Jérôme Carcenti, avocat au bureau de Paris. Il exerce une activité d'avocat pénaliste, Oui, tant en défense que du côté des parties civiles. voilà, c'est notre pénaliste. Et puis vous ouvrez à d'autres avocats, ce qui est marqué, vous êtes avocat et souhaitez défendre des citoyens dans le cadre de la crise, nous sommes ouverts à l'élaboration d'une stratégie commune. Oui. Alors ça, je dirais, c'est le principe en fait de la plateforme, c'est-à-dire que la plateforme, elle vise à permettre à différents avocats, même si on n'a pas forcément un projet, commun, d'avoir accès à la plateforme pour pouvoir mettre en place son action collective. D'accord. Voilà. Et donc, le but, c'est quoi? On s'inscrit parce qu'on veut participer. On dit, bah, vous en avez 1000 qui s'inscrivent. Bon, c'est pas un résultat extraordinaire, mais quand même, c'est pas mal. 1000 citoyens, 1000 médecins. Donc là, vous savez, l'action en justice avec 1000, combien elle va vous coûter. Donc, elle va vous coûter un montant. Ben, vous dites aux Donc, 1000, ben voilà, voilà. il faut donner 50 euros, par exemple, par chacun. 50 fois 1000, ça fait 50 000 pour couvrir l'ensemble des frais de justice. Il y en a 1 million qui s'inscrivent. Hein. Vous, vos frais de justice vont automatiquement augmenter parce que vous êtes obligé d'embaucher 2-3 personnes pour pouvoir traiter ce million de demandes. C'est important. On va dire que vos frais vont monter à 200 000 euros. Je raconte n'importe quoi. Hein. Je suis pas un spécialiste des chiffres. Vont monter à 200 000 euros. Vous en avez 1 million. Donc, vous demandez à chacun de verser 20 cents. Oui, voilà, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de la mutualisation. Voilà. Voilà. 1 million. Mutualiser, c'est on divise, on a des coûts, oui, on a des coûts fixes. Et en fonction de ça, en fait, le curseur du prix va baisser. Plus on sera nombreux, moins on paiera cher. Et voilà, c'est tout simplement cette idée de mutualisation. Parce qu'effectivement, on a beaucoup à ce jour, on a beaucoup de personnes, rien que par nos connaissances, en fait, simples, en dehors de tout ce qu'on a pu rencontrer à l'occasion du confinement, parce que c'est vrai que c'est aussi quelque chose de particulier. Je pense que c'est une période incroyable parce que je ne suis jamais restée autant enfermée chez moi et rencontré autant de monde. Et donc, je pense que c'est l'intérêt de tout ça, c'est que plus on va être nombreux et plus on va pouvoir agir massivement. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est la masse fait la force. Hein. Ça, j'arrête pas de le répéter dans mes émissions. Donc, moi, j'ai fait, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai fait une émission qui a été vue 1,2 million de fois. Donc, j'aimerais bien qu'il y ait 1 million de personnes qui souscrivent à cette action qui est exemplaire. Et franchement, 1 million de personnes, vous comprenez que même avec 20 cents, ça fait 200 000 euros. Il y a de quoi lancer une belle procédure, payer ses 4 avocats, peut-être un cinquième, ainsi que 2-3 stagiaires qui seront obligés d'embaucher et de mener à bien cette œuvre. Et donc l'action, c'est là, droit de soigner et d'être soigné, agir pour la liberté de prescription de tous les médecins. Ne laissons pas les malades sans traitement. Et donc le contexte, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, ainsi que d'autres bithérapies prometteuses
contre le Covid-19, comme les antibiotiques macrolides et les C3G, subissent un blocage en dépit de l'absence de tout traitement qui ferait l'objet d'un consensus scientifique. Les malades et leurs familles sont laissés sans soins et sans espoir. En attendant, les patients souffrent, des hommes et des femmes meurent. La prescription de ces traitements au bon moment est empêchée puisqu'ils sont prohibés avant hospitalisation, empêchant ainsi les médecins de ville de prévenir l'aggravation de la maladie. Pourquoi empêcher les malades de bénéficier d'un tel traitement sous contrôle médical? Pourquoi les médecins de ville ne peuvent-ils pas prescrire de traitements spécifiquement pour cette maladie du Covid? L'action visera à permettre aux médecins de retrouver leur liberté de prescription et aux patients de retrouver leur droit d'accès aux soins. Et là, vous précisez bien que se préinscrire est gratuit et vous restez libre, hein, parce qu'effectivement, c'est juste pour savoir, on compte ses troupes, hein, on compte ses troupes avant de partir à la bataille. Et qui veut participer? Les citoyens lambda, les victimes et proches de victimes, les professionnels de santé, les associations, les fondations et les ONG. Moi, je trouve que tout est dit dans cette action que vous menez. Oui, parce que comme vous dites, je vais reprendre l'analogie en fait avec la bataille. C'est vrai qu'il faut compter ses troupes. Il va y avoir des troupes qui vont attaquer d'un côté et des troupes qui vont attaquer d'un autre côté. C'est aussi pour ça qu'il est important de se retrouver parce que on a déjà des personnes en fait qui de chaque côté veulent attaquer, mais vous comprenez quand une seule personne en fait va jouer le fer de lance, elle va faire l'objet de critiques terribles. Et si on est nombreux, on fait corps, c'est un tout, et on n'arrive plus à dégager une personne. Parce que c'est ça aussi, je trouve, qu'en ce moment bloque beaucoup de personnes, c'est que il faut aller se battre, il faut donner son nom, on a peur. Alors que si on est noyé en fait dans une masse, du coup c'est la masse. Et là, on est beaucoup plus fort. Ah ben c'est Bon, ça. ça, c'est, je crois, des règles élémentaires, à mon avis, de ceux qui ont fait l'école de guerre, doivent pouvoir en dire beaucoup plus que moi là-dessus. Mais c'est vrai que du point de vue juridique, on se heurte beaucoup à la peur des gens d'aller attaquer les grosses institutions, les grandes entreprises. Et voilà, il n'y a que la masse, l'action collective qui permet de pouvoir faire le poids. C'est logique, hein. Michel Dupont veut attaquer l'État parce que pour toutes les raisons qu'on vient d'invoquer là, il va lui falloir beaucoup de temps, d'argent, et à la fin, ça reste Michel Dupont, quoi. Par contre, le tribunal reçoit une plainte avec 1 million de personnes derrière. Croyez-moi que la plainte ne va pas être traitée du tout, de la même façon. Et puis alors, j'adore votre phrase, les raisons de l'union. Face à la peur, nous opposons la raison. Face à la précipitation, nous revendiquons la pondération. Des hommes et des femmes font preuve d'un courage exemplaire. Nous redécouvrons des personnes qui étaient devenues invisibles alors qu'elles sont indispensables, voire vitales. Dans le même temps, certains tentent de tirer profit du chaos qu'ils ont souvent contribué à causer. La solution ne peut venir d'un seul homme ou d'un seul remède. Il faut s'unir pour faire le poids. Face à un instant charnière de l'histoire, le droit permet de structurer un monde à réinventer. La justice révélera la vérité et sanctionnera les fautifs. Pour renforcer la légitimité des demandes en justice qui vont être faites, nous mettons à disposition de la communauté notre savoir-faire dans l'organisation d'actions collectives. N'oublions rien, ne laissons rien passer. Grâce à un travail commun et ouvert à tous ceux qui le souhaitent, ensemble nous pouvons écrire une nouvelle page de l'histoire face aux géants qui les oppriment. Les citoyens peuvent l'emporter grâce à leur union en collectif d'action en justice. Franchement, j'aurais jamais dit aussi bien. Moi, je faisais toujours des exemples avec la pyramide, que la masse, la pyramide est plus forte. Là, vous l'avez résumé de façon fantastique. Si vous voulez, ce qui est important, c'est que ces institutions d'action, enfin, ce concept d'action collective, il n'est pas nouveau. Et finalement, ces dernières années, il n'était pas très utilisé en France, même s'il existait. Et pourquoi? Parce que c'était compliqué, parce que effectivement les textes, voilà, n'importe qui peut pas faire une action collective, il faut faire ceci, cela, voilà. Et là, si vous voulez, avec les plateformes, ça facilite quand même incroyablement les choses. Et c'est vrai que là, on a des sujets, parce qu'il y a souvent des sujets qui concernent qu'une partie de la population, mais là, on est tous concernés, y compris nous, avocats qui faisons l'action. Nous-mêmes, on est concernés. C'est ça qui change tout. Justement, vous avez des témoignages dans votre profession. Je pense qu'il y a quand même des jeunes avocats qui sont un petit peu en souffrance, là. Ah, il y en a pas mal qui sont en souffrance, oui, oui.
Il y a beaucoup, il y a eu un sondage qui a été fait. Il y aurait 20, alors on est 70 000 avocats en France. Il y aurait 27 000 avocats qui pourraient quitter la profession prochainement parce qu'effectivement, la plupart des jeunes avocats en fait fonctionnent en flux tendu. Ils n'ont pas de trésorerie. Donc, imaginez la fermeture de toutes les activités, plus personne ne travaille, plus de revenus, plus rien. Donc, oui, la profession va en prendre un coup, c'est certain. Et en fait, ce qui est bien aussi dans votre plateforme, la mysmartcap.fr, c'est que vous pouvez aussi ouvrir d'autres actions. Oui. Moi, je pense à d'autres professions qui sont un petit peu lésinées là, parce que quand je vois, ça me fait mal au cœur, des dentistes obligés de poser nus pour essayer de montrer qu'ils sont en train de mourir, ça, quelque part, ça me choque, quoi. Hein. C'est pas la nudité du tout qui me choque, ça me choque pas du tout. Mais je veux dire, c'est quand même grave, quoi, que pour se faire entendre dans un pays comme ça, on en est obligé d'en arriver là, quoi, sur des professions aussi essentielles, quoi. La France a fait le choix du confinement comme d'autres pays, notamment l'Italie et l'Espagne. Mais maintenant, est-ce qu'en France, on peut aussi se poser la question, était-ce le bon choix? Parce qu'on voit qu'il y a des pays qui n'ont pas confiné et qui ont beaucoup moins de morts que la France, l'Italie et l'Espagne, qui sont en tête de liste. Donc à un moment, il faudra aussi se poser la question si c'était le bon choix ou pas. Il y a des pays qui sont restés complètement ouverts, il y a des pays comme l'Allemagne qui n'ont pas demandé de justification de sortie, qui ont dit vous sortez pas plus de 5. Il y a des pays qui ont fait moyen, moyen. Il y a des pays qui n'ont absolument pas confiné, quoi, hein, absolument pas. Et donc, on s'aperçoit de quoi, finalement? Que ça dépendait de la capacité hospitalière de recevoir des lits en réanimation. Et plus cette capacité était faible, plus le pays est obligé de confiner. On s'aperçoit que ça dépendait aussi de la capacité de soigner les gens, parce que la capacité en réanimation du Sénégal est nettement moins forte que la France. Mais eux ne se sont pas posé de questions. Ils ont traité et les gens n'ont pas été malades. Alors qu'en France, on disait, reste chez toi et prends du paracétamol. Donc tout ça, c'est quelque chose qui mérite d'être revu. Et il y a aussi une question fondamentale. Pourquoi un médicament comme l'hydroxychloroquine, qui était en vente libre avant le 12 janvier, est devenu sujet à tous les maux, quoi. On risque la crise cardiaque, on risque ci, on risque ça. Donc ça veut dire que si c'est vrai, l'agence du médicament n'a pas fait son métier 50 ans, pendant 50 ans et a laissé en vente libre un médicament qui avait des effets négatifs horribles. Là aussi, il faut se poser des questions. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en ce moment, l'Agence nationale justement du médicament publie les listes d'effets secondaires et on a de très jolis camemberts avec en gros hydroxychloroquine énorme en vous disant oh là là, hydroxychloroquine, effectivement, les effets secondaires. Et je pose la question parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est ça, je pose les questions. Pourquoi auparavant on n'en parlait pas plus? Pourquoi aujourd'hui on en parle autant? Je pose des questions. Voilà, je ne suis pas infectiologue, je suis un citoyen j'ai une intelligence, d'une compréhension comme tout le monde. Je suis capable de comprendre n'importe quelle information si elle m'est bien expliquée. Bien sûr. C'est sûr que si elle m'est mal expliquée ou dans un jargon, je ne pourrais pas la comprendre. Moi, quand par exemple, je parle d'une action à un confrère, je vais parler en termes techniques dans mon jargon et on va parler à bâton rompu en mentionnant les numéros des articles. Les personnes ne peuvent rien comprendre à notre conversation. Mais si j'expose en fait l'action que je veux faire à mes clients, je vais en parler différemment. Donc c'est ça aujourd'hui qu'on aimerait tous que le gouvernement, que les infectiologues, qu'on nous parle comme ça, qu'on nous dise pas simplement non mais vous ne comprenez rien, vous n'êtes pas infectiologue. Vous savez, je prendrais également un exemple. C'est marrant quand une personne en fait est atteinte d'une maladie grave ou auto-immune ou d'un cancer ou de je sais pas quoi. Des fois, on lui propose en fait un traitement qui sort un peu de l'ordinaire et pour lequel en fait on va lui demander de signer une décharge. Et avant de signer cette décharge, on lui dit voilà, vous avez tel effet secondaire, je vous décris l'opération, elle va être comme si. Alors on va lui décrire en fait un traitement qui est super compliqué
La personne n'aura pas de formation médicale pour comprendre, mais on va essayer de lui faire comprendre en quoi ça consiste avec des mots simples. Parce qu'à la fin, on va lui faire signer une décharge disant vous avez bien compris ce à quoi vous allez être soumis et donc vous nous déchargez si jamais il y a un accident. Et il faut que les médecins se soient bien assurés que le patient ait compris parce que si jamais il arrive un accident et qu'on démontre qu'en fait on n'a pas du tout informé le patient correctement, la décharge elle saute et le médecin est responsable. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, nous dire vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe avec le traitement, laissez tomber, prenez du paracétamol. Je me dis, on n'est pas quand même sur un traitement original, extraordinaire qui consiste à vaincre le cancer. On est sur un coronavirus qui est, voilà, une grippe, une pneumonie. Enfin, on est sur des sujets en fait qu'on peut quand même comprendre si on nous l'explique avec des mots simples et si on veut bien nous l'expliquer. Et on aura peut-être la surprise d'apprendre que d'avoir donné le conseil du paracétamol était peut-être un très mauvais conseil. J'ai commencé à le démontrer dans mes émissions, mais ça, c'est un autre sujet. Et au final, on voit les résultats. Et les résultats des traitements un peu partout dans le monde, l'azithromycine est le médicament numéro 1, utilisé par la majorité des médecins. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la base Sermo. La base Sermo, c'est quand même 800 000 médecins, 800 000 médecins dans le monde. Et sur cette base Sermo, ben, c'est 58% de l'azithromycine. Donc, je vous laisse faire 58% de 800 000. Et derrière, c'est l'hydroxychloroquine. Voilà quoi. Donc, tout d'un coup, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine sont utilisés partout dans le monde et soignent, sauf en France. Voilà. Oui, Sylvano, mais les faits sont là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus, vous citez ces chiffres, des bases de données en fait qui sont objectives, qui sont gérées par des tiers. Il n'y a pas d'enjeu. Et les faits sont là, les faits sont têtus, on a les chiffres. On a les chiffres. Et l'hydroxychloroquine est restée en vente libre dans de nombreux pays, en plus. Donc moi, j'espère, vous tous, mes abonnés, que vous vous préinscriviez. C'est vraiment très, très important. Ça ne vous engage à rien. Peut-être à dépenser 20 cents, peut-être à dépenser 1 euro, peut-être à dépenser 10 euros, en fonction du nombre. Plus vous êtes nombreux à vous inscrire, vous savez, moins ça coûte cher. Et plus on aura l'occasion aussi d'avoir des médecins qui viennent témoigner, des pharmaciens qui viennent témoigner, parce qu'eux aussi ont des choses à dire, beaucoup de choses à dire, des infirmiers, des médecins urgentistes, des ambulanciers, et surtout des médecins en EHPAD. Et donc j'espère que vous allez tous vous inscrire, que vous allez partager ce site à droite, en gauche, vous en parlez, parlez-en, parce que qu'on puisse penser que la situation est normale ou pas, le droit de soigner et d'être soigné par son médecin, je pense que c'est un droit que revendique chaque Français. Donc, Séverine, merci beaucoup. Dès qu'on a des nouvelles, on se revoit. On pourra même faire une visio avec les autres avocats avec grand, grand plaisir. Ma chaîne vous est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous repassez quand vous voulez, vous sifflez, on fait une émission, vous nous tenez au courant et on compte sur vous. On est avec vous, on est tous unis. Voilà, tous les mains dans le cambouis. Et ben voilà, merci pour cette belle initiative, franchement, merci. J'espère qu'elle sera un grand succès et je vous souhaite, moi, un très grand succès. Je nous souhaite à tous de réussir à obtenir le droit d'être soigné et de pouvoir prescrire. Voilà, c'est comme si aujourd'hui on nous disait à nous avocats ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on a le droit de ne pas dire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Merci. Bye bye les abonnés. Merci Séverine.